Je vais commencer par les excuses du président de l'UNICEM Normandie, qui est, on va le voir, un de nos financeurs, et du président du département de l'Eure. Et je salue la présence de Madame Lemierre, qui représente le département du Calvados, et, je ne sais plus où ils sont, les représentants de WPD, le représentant de WPD, Vattenfeld et la Banque des Territoires, qui sont là-bas, et qui sont aussi nos financeurs. Et donc, Monsieur Pic, Grégory et Joël Medic de OREP qui ont confectionné ce livre. Alors, qui malheureusement ne vous sera pas montré aujourd'hui, mais sortira de chez l'imprimeur dans 2 jours. Vous voyez que quand même, on avait quand même programmé ça début septembre, on n'a que 2 jours d'écart. Mais comme ça, vous aurez encore plus de plaisir lorsque vous le découvrirez. Alors donc, ce livre est le résultat d'un gros travail qui a été décidé en 2016 ou même en 2015. Et donc c'est le 3e atlas des oiseaux nicheurs de Normandie. Vous pourrez voir sur la table les 2 précédents. Et le 2e atlas des oiseaux en hiver. Alors, parmi les points importants qui ont fait l'objet de choix, je passe la parole à Bruno. Là, j'imagine effectivement que tu me demandes d'intervenir sur les questions de protocole. Sur le maillage. En fait, donc, il y a plusieurs points pour réaliser un atlas. Il y a effectivement donc au point de départ, on va dire effectivement la méthode, ou les protocoles que l'on imagine effectivement mettre en œuvre. En l'occurrence, il y en a un qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts, c'est celui qui est repris par tous les atlas, dans toutes les enquêtes atlas, c'est-à-dire effectivement celui qui porte sur les espèces, sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire quelles espèces nichent où et avec quelle certitude, on va dire. Et donc, pour ce faire, par ailleurs, donc, on utilise donc un maillage qui est en fait la grille, le référentiel géographique Lambert 93, pour être précis. Et pour la Normandie, c'est environ 350 mailles qu'il convenait de couvrir, alors que dans le cadre du précédent atlas, on couvrait simplement 271 mailles, un 25 millième. Donc il a fallu se démultiplier, alors que l'on n'a pas effectivement donc, plus d'adhérents qu'il y a 15 ans. On est à peu près au même niveau. C'est donc un surcroît de travail en quelque sorte, mais pour autant, effectivement, bon, ça fonctionne. Et puis donc, il y a une seconde méthode qui est l'approche semi-quantitative. Là, l'idée, c'est des points d'écoute distribués, alors pas au hasard quand même, c'est-à-dire que l'on a découpé la région en 25 petites régions agricoles. C'est un référentiel qui existe, on ne l'a pas. On va voir juste après. Voilà, on n'a pas effectivement donc inventé, et à partir duquel on a pu effectivement donc réaliser ce qu'on appelle effectivement des fréquences, que l'on a pu ensuite effectivement interpoler pour présenter les cartes que l'on vous montrera plus tard. Voilà, donc une fois qu'on s'est décidé, on est parti. On a expliqué aux adhérents du GON en mars 2016 ce qui les attendait. Et en particulier, il y a des choses classiques pour les ornithologues. C'est les indices de nidification. Si vous entendez des oiseaux chanter, c'est un indice de nidification probable s'ils chantent à plusieurs jours d'intervalle. Si vous trouvez un nid, c'est un indice de nidification certaine, évidemment, etc. C'est une échelle d'indices international qui est employée maintenant dans tous les pays, enfin, au moins occidentaux. Et puis, pour l'atlas semi-quantitatif, vous avez les régions agricoles, paysagères. Petites régions agricoles, excusez-moi. Petites régions agricoles, effectivement, donc, qui ont l'avantage de présenter une certaine cohérence d'un point de vue paysager. C'est la raison pour laquelle, effectivement, donc, on a utilisé ce maillage, différent du précédent, pour les cartes semi-quantitatives que vous verrez plus tard. Voilà. Donc le 1er décembre 2016, une armée de millions d'ornithologues s'est lancée en Normandie. Bon, non, en fait, 175, mais c'est déjà pas mal.
175, donc 3 hivers, je vais revenir sur l'hiver après, et 3 saisons de nidification, ou 3 printemps, même si les oiseaux nichent encore en été. Alors l'hiver, bah, c'est assez difficile à définir l'hiver. Donc c'est arbitraire, c'est entre le 1er décembre et le 20 janvier. Donc tout oiseau vu pendant cette période-là est présent en hiver. Est-ce qu'il hiverne? Oui, alors tout oiseau, oui, et en même temps, effectivement, quand même pas ceux qui sont clairement en migration encore, c'est-à-dire effectivement des oiseaux qui passent au large de Ouistreham, effectivement, donc n'étaient pas pris en compte, hein, pour autant, dans le cadre de l'enquête Atlas, à cette période. Alors, en tout cas, ça faisait partie des recommandations. Est-ce qu'ils ont toujours été suivis? Je pense que oui. Je ne peux pas, effectivement, vous le certifier absolument. Alors voilà la carte des espèces nicheuses par maille. Donc quand c'est rouge, on est à plus de 100 espèces nicheuses. Le record, sauf erreur, est de 120. Il faut des lunettes là, sur notre écran. 120 espèces nicheuses sur un carré de 10 km sur 10, c'est bien. Hein, bon, c'est pas l'Amérique du Sud, hein, mais c'est pas mal. Alors naturellement, il y a des creux. Hein, en gros, au minimum, il devrait y avoir 65, on va dire, espèces par maille nicheuses à la louche. Hein. Oui, au moins. D'ailleurs, en fait, sur si on fait abstraction effectivement donc des cartes mal couvertes, hein, en vérité, toutes celles qui apparaissent là donc en bleu-vert, la moyenne des espèces, enfin la moyenne, le nombre d'espèces donc contactées sur chacun de ces carrés est en hiver comme en période de reproduction de 74 espèces. Voilà. Donc vous voyez 3 zones, hein, la vallée de la Seine, la basse vallée de la Seine, avec un petit secteur en amont, l'estuaire de l'Orne en gros et la région de Caen, mais là il y a les oiseaux, mais il y a surtout beaucoup d'ornithologues. Et puis les marais de 40 ans. Juste un point, là, donc un nombre d'espèces comme ça, effectivement, pour la Normandie, ça vous dit pas forcément grand-chose, mais donc c'est 70% des espèces nicheuses en France, hein, qui sont retrouvées effectivement en Normandie, et au moins autant en ce qui concerne effectivement la période d'hivernage, où on a une fenêtre effectivement bien placée là sur la façade Manche-Mer du Nord, quoi. Alors les hivernants, donc c'est les mêmes mailles. Oula. Voilà. Donc là, on voit que les cartes les plus riches, ben, il y en a plus, évidemment. C'est des cartes essentiellement littorales et le long de la vallée de la Seine, bien sûr. Et puis, naturellement, le cœur des zones très, très agricoles, grandes plaines cultivées, globalement, évidemment, moins riches. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement. Donc, avec là un record en baie d'Orne, qui est assez remarquable quand même. 162 espèces en baie d'Orne, donc contactées à l'occasion quand même, finalement, de 3 fois 6 semaines, quoi. 6-7 semaines. Hein. Donc, c'est peu. Donc, l'Atlas, hein, c'est une image sur une période donnée, hein, l'image effectivement de la vie faune en Normandie sur une période donnée qui est de 3 ans, qui a été effectivement, donc c'est un choix qui est fait en Normandie depuis le début. C'est pas forcément un nombre exhaustif, hein, d'espèces qui apparaissent ici, puisqu'effectivement si on faisait le compte de toutes les espèces vues en Normandie, donc y compris en période de migration, on serait bien au-delà. Hein. Exactement, enfin, je dirais aux environs 350, alors qu'on en répertorie peut-être 276, 278 là dans le... J'y suis pour rien là, c'est peut-être les piles, non, non. C'est bon, ça revient. Pour situer, par exemple, un endroit bien suivi, la réserve de Chauzet dans la Manche, on est à 240 ou 245 espèces vues et pourtant, depuis 40 ans. Et pourtant, en hiver, c'est pauvre. Et c'est froid. Alors voilà les cartes. Voilà les cartes du rouge-gorge, qui est un des oiseaux les plus communs. Donc en haut à gauche, c'est la répartition en hiver. Donc il y a des rouges-gorges partout en hiver. C'est normalement une surprise pour personne. La carte en haut à droite, c'est une carte semi-quantitative. Et on voit clairement qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de rouge-gorge, là où c'est foncé, enfin, là où il y a des arbres en gros on va dire,
Et puis des cartes beaucoup moins riches dans les grandes plaines, par exemple de l'Eure ou le plateau du Pays de Caux. En bas à gauche, c'est la carte de nidification du rouge-gorge. Donc en rouge, c'est les indices certains, en orange, les indices probables, et en jaune, les indices possibles. Pour le rouge-gorge, on devrait considérer qu'il y en a partout, même certains, hein, mais bon. Et vous avez à droite, en bas à droite, la carte semi-quantitative du rouge-gorge, avec des différences de densité qui recoupent plus ou moins celles de l'hiver. Et qui sont, c'est là aussi effectivement extrêmement parlantes hein, sur la répartition effectivement de cette espèce qui effectivement donc n'apparaît quasiment pas, enfin en faible nombre effectivement, donc dans tous les secteurs de plaine, que ce soit Caen, les plateaux de l'Eure, et puis le Pays de Caux. Voilà, donc c'est quand même assez représentatif, très probablement, effectivement, donc de son abondance relative, hein, puisqu'on parle d'abondance relative là, en termes de fréquence. Alors voilà, ensuite, une fois qu'on a eu toutes les données, c'est 400 000 données. Alors 400 000 données sur l'ensemble du cycle annuel, 315 000 ont été exploitées, un certain nombre avait été discriminé par ailleurs, effectivement, parce que les indices nicheurs ne sont pas toujours effectivement très cohérents avec le statut que l'on connaît effectivement des espèces les plus occasionnelles, enfin les plus rares en tout cas. Et donc oui, 315 000 données utilisées, dont un tiers en hivernage et les 2 tiers en période de reproduction. Donc on a demandé à des adhérents de rédiger les textes. Et donc ils ont manifesté leur désir de le faire, ou leur acceptation de le faire, plutôt. Et donc, on avait fixé une échéance, c'était mars 2021, et on les a presque tous reçus, les derniers, 27 avril 2021. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est un petit exploit hein, de récupérer tous ces textes. Alors ensuite, il a fallu les corriger. Récupérer les données déjà, oui. C'est un exploit. On a mis les délais concernant les données, on a un peu débordé puisqu'effectivement les dernières on les a reçues 9 mois après la fin de l'enquête. Hein. Il y a toujours des retardataires. Et donc les textes ont été corrigés, recorrigés et re-recorrigés. Donc si vous trouvez des erreurs, c'est de la faute à pas de chance, hein, parce que quand même, normalement, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, on va sans doute en trouver, mais... Et donc, ils ont été ensuite illustrés avec des photos. Nous avons un groupe d'adhérents qui ont sélectionné les photos et les clichés de 42 photographes ont été retenus, ce qui fait que chaque espèce, ou presque, est illustrée par une photo. Alors, on a choisi un éditeur qui est OREP. Et donc, on leur a donné tout en fin septembre. Et puis, voilà, on a trouvé que vous avez bien travaillé, même si ça arrive 2 jours trop tard. Alors, on doit saluer effectivement aussi votre... Alors, au-delà de la qualité, parce que c'est quand même votre travail, donc là, éventuellement... on a vu la maquette, effectivement, sur PDF, dont on se satisfait déjà. Mais aussi, on a apprécié beaucoup effectivement la réactivité de Madame Meudy, qui est ici présente aujourd'hui, qui jusqu'au dernier moment effectivement a accepté des corrections très tardives. Voilà. Alors que le livre était entre les rotatifs presque. Donc voilà, et alors naturellement, on est content parce que 2 ans et demi après la fin de la prospection, le livre paraît. Et ça, c'est, je pense, il y a eu des régions dans le passé en France où le livre paraissait 15 ans après. Hein. Donc, il était bon à refaire. Oui. Donc, tout ce que nous avons fait sur le terrain, les textes et tout ça, c'est du bénévolat. Et on s'est permis d'estimer le bénévolat. Et là, je passe la parole. Alors j'ai encore un chiffre en tête, effectivement, donc c'est de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que si les collectivités publiques et nos institutions, effectivement, les représentantes de l'État en région devaient imaginer produire une telle enquête, financer une telle enquête, c'est de cet ordre-là.
2 millions d'euros, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'auriez jamais d'Atlas, hein, puisqu'il n'y aura jamais de montage à ce niveau-là. Donc, sans association, sans le milieu naturaliste, effectivement, il n'y a pas d'Atlas. Ça, c'est quand même effectivement la force de notre association, la nôtre comme d'autres, hein, par ailleurs. Et c'est aussi effectivement un point important que l'on met en avant aussi, effectivement, donc lorsqu'on est en concurrence avec des bureaux d'études, hein, pour répondre effectivement à un certain nombre de commandes, qui n'ont pas effectivement donc cette base de données qui leur permet effectivement de répondre dans les mêmes conditions qu'on peut le faire, hein, bien évidemment. Alors après, naturellement, il a fallu... OREP, ils sont bien, mais ils se font payer quand même. Et donc, il a fallu payer l'impression, l'édition du livre, puis les envois, etc. Alors, on a cherché... Donc, on a reçu des financements de la région, de l'Adréal, oui, de la région Normandie, du département du Calvados, de l'Eure, de l'Orne. Alors, l'Orne, ça fait partie des... Il a fallu mettre leur logo, c'était déjà dans les rotatives ou presque. C'est une belle surprise en même temps, parce qu'effectivement, jusque-là, on avait assez peu contribué. Oui. De l'OFB, donc collectivité ou administration, qu'on remercie évidemment, parce que sinon, on n'avait pas de livre. Et puis des entreprises. Alors, parmi elles, l'Union des Carriers, l'UNICEM, et puis le groupement Vattenfall WPD, Banque des Territoires, ici présent, qui nous ont aidés à financer cet ouvrage. Et l'exposition que vous allez découvrir juste après. Et puis ça suffisait pas. On a donc lancé un appel à nos adhérents via un organisme qui s'appelle Hello Asso sur Internet. On a bénéficié d'un changement de la réglementation parce que auparavant on ne pouvait pas lancer des appels au don sur Internet parce que il faut un commissaire aux comptes particulier qui est apte à valider les dons sur Internet. Et un commissaire aux comptes particulier comme ça vaut 5 ou 6 fois plus cher qu'un commissaire aux comptes normal. Donc, avant de bénéficier du don éventuel, vous voyez, il faut déjà payer le commissaire aux comptes. Heureusement, à l'automne, il y a eu un changement et notre commissaire aux comptes a eu la possibilité de valider. Et donc, on a eu 226 donateurs. Enfin, il y en a qui ont donné plusieurs fois. Oui. Et au total, on a recueilli presque 27 000 euros. Donc, ce qui est... On a plutôt 130 donateurs donc pour ce total, quoi. Alors, on va passer les différentes parties du livre. Une préface qu'on ne va pas lire ensemble, hein, mais qui est faite par Jean-Philippe Ciblet, et qui n'est pas un ornithologue, n'importe quel ornithologue en France, qui a été directeur du patrimoine naturel au Muséum national d'histoire naturelle, donc, et un ornithologue très connu, très très pointu. Donc, préface intéressante, que vous lirez. Ensuite, on présente la liste des espèces. Donc on s'est permis de mettre évidemment le nom latin, le nom français, mais aussi le nom anglais, en espérant que quelques Anglais achètent le livre. C'est formidable. Et puis on présente le statut, est-il nicheur, hivernant. Et puis on a fait une autre petite liste, parce que quand même on est en Normandie, où on a essayé de reprendre les noms normands des oiseaux. Alors, tous les oiseaux normands de Normandie n'ont pas des noms normands. Mais il y en a quand même pas mal que... Et par exemple, il y a des choses intéressantes qui seraient à fouiller. Hein. Le torcol fourmilier, qui est un oiseau pratiquement disparu de Normandie, avait à Jersey une quinzaine de noms. Donc s'il y avait 15 noms sur la surface de Jersey, c'est vous dire à quel point il devait être commun. Et maintenant, il n'existe plus du tout à Jersey et pratiquement plus en Normandie. Alors voilà comment se présentent les pages de l'Atlas. Alors pour les espèces, par exemple, comme le plongeon arctique et le plongeon à brun, qui sont les deux premières pages consacrées aux espèces, vous avez donc un petit texte, une photo et une carte. La carte étant naturellement l'information essentielle.
Et vous avez un texte qui permet de préciser le statut, les effectifs, etc. Oui, hein, donc le principe de l'atlas, c'est d'abord aussi une comparaison par rapport effectivement aux atlas précédents, enfin celui qui concerne la période de reproduction et celui pour la période d'hivernage en 4 ans. J'ai toujours des petites coupures là, c'est ça. Et donc c'est quand même sur cette base-là, effectivement, que les comparaisons sont réalisées, mais bien évidemment, on introduit dans ce texte l'ensemble des résultats d'enquête que l'on a pu produire depuis, voire pendant l'enquête Atlas, puisque pendant l'enquête Atlas, on a eu un certain nombre d'enquêtes spécifiques qui ont bénéficié donc au résultat final. Voilà la page à gauche de la gorge bleue à miroir, donc qui ne vient en Normandie que pour nicher, et qui est un oiseau pas commun, donc il n'aura qu'une carte. Et puis vous avez à droite le merle noir, qui lui est un oiseau très commun, comme on l'a vu tout à l'heure pour le rouge-gorge, et qui bénéficie, lui, de 4 cartes. Donc les 2 cartes qualitatives qui sont en haut ici sur la dia, et les 2 cartes semi-quantitatives, donc à gauche en nidification, à droite en hivernage. Et on voit évidemment tout l'intérêt de l'apport des données semi-quantitatives, parce qu'il y a des merles partout, mais il y a des endroits où il y a des merles nombreux et des endroits où il y a des merles beaucoup moins nombreux. Voilà. Et là, sur celle-ci, on voit effectivement que ça ne bouge pas beaucoup, même si effectivement des merles qui rejoignent la Normandie donc en période de migration et donc qui viennent renforcer les effectifs normands en hiver. Pour autant, la carte reste effectivement donc très très fidèle entre ces 2 périodes. Et bien évidemment, cela correspond très très directement donc à la couverture des sols, c'est-à-dire au milieu. Alors, il y a des espèces, on va le voir, qui se portent plutôt bien, des espèces qui se portent plutôt mal, et on vous présente là une espèce qui se porte vraiment mal, qui était une mésange, donc, alors rare, ça devient une évidence, qui s'appelle la mésange boréale. Donc c'est pas la carte du livre, parce que j'ai enlevé la carte des hivernants pour mettre la carte de l'atlas précédent. Donc vous voyez à l'atlas précédent tous les petits points, et vous voyez maintenant les 2 cartes où restent des mésanges boréales. Donc ça, c'est une évolution en 15 ans. On a peut-être raté une ou 2, mais premièrement, en l'absence d'autres documents, c'est voilà. Le bon. Et puis, bon, c'est quand même une espèce extrêmement localisée, et en particulier donc, au bois des milieux tourbeux. Ce sont des secteurs qui ont été pratiqués à 15 ans de distance par les mêmes ornithologues. Bien évidemment, plus elles sont rares, plus c'est compliqué, mais quand elles sont très rares, elles disparaissent, quoi qu'il en soit. Ce ne sont pas des oiseaux isolés qui vivent effectivement, donc, pour l'essentiel, qui étaient essentiellement présents donc, encore dans l'ouest de l'Orne lors de l'hiver Atlas et qui en ont complètement disparu là, en l'occurrence. Donc quand on se retrouvera dans 15 ans, il n'y aura pas de carte de mésange boréale, selon toute vraisemblance. Non. Il y aura d'autres espèces, vous allez voir effectivement il y a des pertes, mais il y a des gains. Alors ensuite, il y a une grosse bibliographie. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à lire ce genre de documents, mais ceux qui voudraient faire des études, partir de l'Atlas pour aller un peu plus loin, il y a là une bonne base bibliographique qui est importante. Et puis, il y a donc une analyse que Bruno a faite sur et donc qui essaie de savoir comment évoluent les oiseaux depuis les atlas précédents. Donc là, l'idée, c'est un tableau de synthèse que l'on retrouve le plus régulièrement maintenant, effectivement, donc sur les atlas qui sont publiés donc en région et ou au niveau national, et qu'on n'avait pas effectivement donc produite jusque-là. Et donc vous avez à la fois effectivement la liste d'espèces, bien sûr, vous avez leur statut, c'est la petite pastille donc de couleur qui suit le nom latin. Et puis ensuite, donc, il y a l'estimation d'un nombre de couples. Alors, c'est pour un certain nombre d'espèces, on connaît bien ce nombre de couples parce que ce sont des espèces coloniales, par exemple, et qu'elles sont recensées à intervalles réguliers. Et donc ça, on a une
bonne idée. Et puis donc, à l'autre bout du spectre, on a toutes les espèces effectivement très communes pour lesquelles on n'a pas de méthode. Enfin, il existe des méthodes, mais on ne l'a pas mise en œuvre effectivement dans le cadre de l'Atlas. On n'a pas considéré effectivement qu'on avait les moyens de le faire. Il existe des méthodes aussi effectivement pour estimer les populations de ces espèces très nombreuses. On a choisi une méthode plus simple, qui est plus approximative bien évidemment, mais qui finalement permet d'avoir quand même une idée de ces populations. C'est la méthode des 2 moyennes qui a été mise en œuvre par ailleurs effectivement dans le cadre de l'Atlas France qui a été publié au milieu des années 2010. Et qui finalement, bien que dans un premier temps on avait été un peu dans l'expectative, un peu dubitatif concernant effectivement cette méthode, finalement permet quand même effectivement probablement d'avoir des effectifs approchés, quoi. Voilà. Et puis donc, si pour les espèces bien dénombrées, effectivement, on peut avoir des tendances, ou pour les espèces effectivement donc contactées dans le cadre de l'enquête Atlas, donc les oiseaux communs qui sont très communs, très nombreux. Il y a aussi quand même des trous dans notre raquette, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'espèces, on n'a pas de données, une fois encore, effectivement, suffisantes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement comparer, c'est tout l'intérêt des atlas, de pouvoir comparer effectivement donc l'évolution géographique qui rencontre aussi effectivement l'évolution numérique de ces espèces, ce qui nous permet aussi donc de produire éventuellement donc des tendances un peu plus un peu moins sérieuses quand même, enfin voilà, des tendances. Et puis donc l'idée c'était de recontextualiser effectivement ces populations donc au niveau national. C'est quoi la Normandie par rapport effectivement donc au territoire. Donc il y a un pourcentage qui apparaît, et la même chose en hiver, de la même manière que j'ai mis aussi donc les sources bibliographiques donc qui servent effectivement, donc ont servi à produire donc l'ensemble de ces éléments de synthèse, quoi. Voilà. Alors donc pour chaque espèce, par exemple j'ai pris la grande aigrette là, vous avez un nombre de couples nicheurs, 25 à 30, une flèche vers le haut qui dit que ça augmente. 276 c'est le nombre d'hivernants, et ça augmente aussi. Donc, et puis si on revient sur un plan purement qualitatif, il y a des nouvelles espèces qui s'installent en Normandie. Depuis 2000 on va dire. Il y a la bernache nonnette, la cigogne noire, enfin vous lisez comme moi, marouette ponctuée, etc. Des oiseaux qui sont là en hiver et qui n'y étaient pas auparavant. Et puis on s'est arrêté de faire la liste parce que c'est très 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 difficile de savoir qui hiverne maintenant et n'hivernait pas avant, ou qui hivernait et n'hiverne plus. Ça pourrait se faire, mais il faudrait beaucoup de temps. Alors vous avez un diagramme. Tu vas voir ton diagramme. Même jeu, même punition. Donc là, un premier diagramme, puisqu'il y en a un deuxième peut-être plus loin, c'est ça, Donc là, c'est un diagramme donc sur les tendances observées donc pour chaque espèce donc hivernant en Normandie. Et donc ce que l'on peut observer, c'est que si on fait la somme des espèces effectivement donc qui augmentent fortement, qui augmentent plus modérément ou qui sont stables, eh bien donc on arrive à un total, vite fait bien fait, donc admettons aux environs de 75% des espèces donc qui hivernent en Normandie, dont les tendances progressent, contrairement à l'idée que l'on pourrait se faire effectivement donc dans l'esprit ambiant, qui consiste souvent effectivement à présenter les choses différemment, c'est-à-dire à évoquer davantage effectivement ce qui va pas bien. Et là, on a pris le parti pris effectivement de vous présenter ce qui va bien. Il faut donner un peu d'espoir quand même effectivement aux ornithologues, si on veut recruter à l'avenir, qu'on vient effectivement de les inviter à rejoindre un mouvement qui n'est pas complètement une cause perdue. Voilà. Et donc c'était un peu effectivement, c'était un peu l'idée, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'effectivement on n'a rien truqué bien évidemment. Et donc 75% effectivement des tendances, des espèces effectivement on présente des tendances au moins stables, voire à la hausse. Pour les nicheurs, il y avait déjà des espèces qui s'installent en Normandie. Depuis la fin du 19e siècle, des espèces à tendance méditerranéenne s'installent en Normandie. La première a été le rouge-queue noir à l'église Saint-Rémy de Dieppe en 1856.
Vous voyez que l'ornithologie est parfois précise. Vous avez donc l'aigrette garzette qui s'était installée entre les deux précédents atlas, le pèlerin, etc. Et puis depuis, vous avez encore d'autres nouvelles espèces qui s'installent, les grandes aigrettes, hérons garde-bœufs. Il y a certaines espèces comme la grande aigrette, il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé que la grande aigrette nicherait en Normandie. Hein, donc les premiers, c'est des hérons. Après, vous avez un rapace, le milan noir, et puis après d'autres espèces. Un seul passereau, tarin des Aulnes, il n'est pas pour autant très très abondant en Normandie. Et certaines de ces espèces, pour certaines de ces espèces, il était prévu qu'elles allaient s'installer lorsqu'on avait présenté le précédent atlas. On avait établi cette liste-là à partir d'études britanniques sur les conséquences du réchauffement climatique. Et vous voyez qu'il y a déjà 4 espèces en rouge qui se sont installées. Et on n'est pas à la fin du XXIe siècle. Alors dans la liste à gauche, qu'on ne va pas détailler, il y en a un certain nombre qui ne s'installeront pas. Parce que tout ne dépend pas du réchauffement climatique. Par exemple, le Serincini, qui est un petit passereau, on va dire, urbain, d'origine méditerranéenne, ne se répand pas comme on pouvait l'imaginer, parce qu'il mange des petites graines, et les gens ne laissent pas de petites graines dans leur jardin. Donc il a beau avoir chaud, il a faim. Donc ça lui permet... Je caricature légèrement. Alors il y a des reculs, évidemment, hein, tout va pas bien. Et vous avez des espèces qui disparaissent sous nos yeux. La pigrillage grise, qui pendant longtemps a gardé quelques couples nicheurs dans les marais de la Dive, a disparu. Il n'y en a plus du tout en Normandie. Le râle des genêts, etc. Et donc je repasse la parole pour le diagramme. Oui, c'est le même principe avec des résultats assez comparables, c'est-à-dire qu'une fois encore, effectivement, plus de 70% des espèces nicheuses en Normandie présentent des tendances au moins stables pour pratiquement la moitié d'entre elles, voire en augmentation pour 30% d'entre elles. Et donc ça aussi, je pense que c'est pour beaucoup peut-être une surprise, puisque c'est pas comme ça qu'on présente les choses ordinairement. Ordinairement, effectivement, et c'est une vérité, on ne vous le présentera pas là aujourd'hui, parce que il faudrait rentrer dans le détail. Bien évidemment, ça n'est pas uniforme, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des milieux qui sont très affectés par les modes de production en particulier, ou les atteintes commises à l'encontre de l'environnement, c'est-à-dire les milieux marins et puis la plaine, où là effectivement donc les espèces qui occupent ce type de milieu ne sont pas en bon état de conservation, et loin s'en faut. Mais à l'inverse, et d'ailleurs c'est un article effectivement paru il y a récemment, c'est un constat qui est fait au niveau européen, hein, c'est-à-dire que sur les 40 dernières années, on a perdu effectivement donc peut-être 20% des populations d'oiseaux, mais en vérité on les a perdues dans la dernière moitié du XXe siècle. Donc depuis une vingtaine d'années, ces populations sont relativement stables, hein, mais une fois encore, il faudrait pouvoir effectivement entrer dans le détail, mais pour autant elles sont relativement stables. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. On a fait à peu près le tour, on a essayé de ne pas être trop long. Et puis, si vous avez des questions, si les personnes invitées, représentants de tel ou tel organisme veulent intervenir, la parole vous sera donnée. Et puis après, on ira voir l'exposition. Et ce n'est qu'après qu'on aura le droit au petit goûter. Oui, Jacques ? Attends. Savoir le tirage. Oui, ça marche. Bon, le tirage, il a été fait en combien d'exemplaires ? 1500. Parce qu'on en a fait des plus gros dans les éditions précédentes, mais on en a beaucoup qui... C'est pour ça qu'on les donne. Pour tout atlas acheté, on en donne 2 vieux. On a un sens du commerce absolument extraordinaire. Ensuite, toutes les informations que vous avez données au début qui sont intéressantes, notamment, je pense, pour l'estimation du coût des bénévoles, est-ce que c'est marqué dans l'atlas ? Oui. C'est ça. Ah oui, on s'est permis. C'est parfait, parce que c'était intéressant. Et sinon, est-ce qu'on pourra le trouver en vente dans
librairie spécialisée, comme on dit, non? Non, dans toutes les bonnes librairies. Je passe la parole à Monsieur Pic qui va te dire ça mieux que moi. Non, c'est l'autre. Oui, ouais, l'ouvrage sera distribué dans l'ensemble des librairies de Normandie et d'ailleurs, puisqu'il sera référencé sur l'ensemble des bases de données nationales, voire même au-delà, puisqu'on expédie aussi, bien sûr, en Europe et ailleurs. Après les librairies spécialisées, je ne sais pas si vous aviez des librairies spécifiques en tête. Il y en a peut-être au niveau national. J'avoue, je ne suis pas sûr que... Il y a, Paris, il y a une librairie à Paris, la librairie du Muséum. Je ne sais même pas si elle existe encore. Elle n'existe plus. Bon, bah alors c'est cuit. Non. Ah bah j'en sais rien, oui, sans doute. Et ça oui. peut être une bonne piste. On ne les connaît pas toutes forcément au niveau national, mais elles sont faciles à identifier. Il y a une librairie anglaise en ligne qui s'appelle NHBS. Ils sont clients. Oui, ils sont clients, parce qu'on avait déjà fait un atlas, par exemple, des orchidées. On fait déjà... Ah bah eux, c'est eux qui ont la plus grande diffusion. En plus, ils ont eu l'intelligence de mettre un pied-à-terre en Allemagne avant le Brexit. À quel point est-ce que les données de naturalistes figurent ou est-ce qu'ils ont aidé avec la compilation de l'Atlas? Tiens. C'est un atlas signé par le groupe ornithologique normand. C'est donc un atlas qui se base uniquement sur les données des adhérents du groupe ornithologique normand. En fait, on avait démarré, pour ceux qui ne sauraient pas, effectivement, donc on avait une plateforme en ligne aujourd'hui, effectivement, donc partagée avec la LPO, mais l'atlas a commencé avant. Et on ne souhaitait pas forcément, effectivement, donc partager le résultat de ce travail avec la LPO dans ces conditions, puisqu'effectivement on avait commencé avant qu'il ne commence à enregistrer donc des données sur ce site. Donc non, effectivement. Par ailleurs, c'est très compliqué de gérer des données effectivement venant de tout le monde. Hein. On le voit bien effectivement dans le cadre de l'enquête Oiseaux des Jardins. Elle a le mérite effectivement d'être une opération de communication formidable, mais ensuite ça demande quand même beaucoup de discrimination. Hein, et donc ça aurait été un énorme travail que de gérer effectivement ces données. Ça a déjà été beaucoup de travail que de gérer les nôtres, et donc je ne me voyais pas effectivement intégrer ce lot-là. Lola. Merci. Donc on va avoir à notre disposition, enfin nos successeurs auront à notre disposition, j'espère, au cours du XXIe siècle, une série d'atlas. Alors tous les 15 ans, ça sera peut-être tous les 20, j'en sais rien, mais après il faut que le nombre d'ornithologues augmente. C'est pas pour simplement avoir le plaisir d'avoir beaucoup d'adhérents. On est légèrement en dessous de 1000. Et on est stable misérablement depuis plusieurs années, légèrement en dessous de 1000. En avoir plus de 1000, ça serait bien psychologiquement, mais ça serait surtout mieux pour étudier et puis protéger les oiseaux. Alors c'est sûr qu'on n'est pas au niveau des pays de l'Europe du Nord. Hein. Les Hollandais ont sorti un atlas il y a au moins 20 ans, sur une maille, non pas 10 sur 10, mais 1 sur 1 km. Bon, le pays est plus petit, mais 1 sur 1, et c'est pas 2 saisons, c'est tous les mois. Donc là, c'est totalement inaccessible en Normandie, et totalement encore plus inaccessible au niveau de la France. Hein. Donc on est content de ce qu'on fait. Hein. On manque peut-être de modestie, mais on a encore de la marge. On peut encore progresser. Hein. Mais on a au moins des outils, ce que nous ont laissé nos prédécesseurs du XIXe siècle, eh bien, mais par exemple, au mieux, c'est une liste, par exemple, les oiseaux de Saint-Lô, ou les oiseaux de comment ça s'appelle, de Valogne. Donc vous avez une liste qui a l'intérêt d'exister. Mais vous ne savez pas combien il y en avait, vous vous demandez même est-ce qu'il nichait, est-ce qu'il nichait pas, c'est pas toujours très bien dit. Donc là, depuis le 19e siècle, on progresse. Là, on a quand même des... Alors les fichiers, après, que deviendront nos fichiers? Alors ils sont papier déjà, ils seront dans le vaste espace. Peut-être que sous une des deux formes,
des gens dans 100 ans les retrouveront, on espère. Bon, le cloud, il va tourner, mais est-ce qu'on le récupérera? C'est pas bien sûr non plus. Hein. Donc, voilà. Alors, dans le cadre du 50e anniversaire, puisque ce livre sort dans le cadre de notre 50e anniversaire, le GON a pris conscience de l'importance des archives et nous sommes parmi les premiers en France à déposer nos archives aux archives départementales du Calvados. Donc les historiens futurs de la protection de la nature auront quelque chose à se mettre sous le stylo pour faire une histoire éventuellement naturaliste. Et puis par ailleurs, on essaie de montrer ce que le GON a fait en 50 ans, parce que ceux qui ont créé le GON il y a 50 ans, il n'y en a plus beaucoup, de vivants, malheureusement, il y en a encore, mais je pense qu'il serait assez content de voir ce qu'on est devenu quand même. Donc on étudie, c'est la base. Notre principe, c'est quand on intervient, c'est parce qu'on a quelque chose de tangible et de scientifiquement établi pour intervenir. Et puis on essaie de traduire ça, par exemple, par la gestion de réserves, donc, qui sont aussi des lieux d'études. Voilà, si vous avez d'autres remarques. Moi, je voudrais quand même ajouter un petit mot. Alors, je ne sais pas, parce que je n'étais pas là dès le début, pour donc remercier en la personne de Julien Legal aujourd'hui, la Bibliothèque universitaire des sciences Rosalind Franklin de nous héberger. Et puisque donc l'exposition va démarrer sa tournée dans ces locaux, une façon donc de faire apprécier le travail du groupe ornithologique par les étudiants donc de la discipline. Ça suscitera peut-être des vocations futures. Voilà. Donc la bibliothèque met l'exposition en visite pendant un mois. C'est ça, oui, un mois. La magnifique conférence que vous venez de voir sera mise en ligne. Et puis, il y a une table à l'entrée pour essayer d'inciter les ornithologues à faire futurs à acheter, par exemple, un guide. Et bon, on espère que ça permettra de faire naître quelques vocations. Alors, je vous invite à aller voir la bibliothèque. Voir la bibliothèque, d'ailleurs. Vous passerez devant un rayon où se trouvent les revues du groupe ornithologique normand, puisque nous éditons une revue scientifique qui s'appelle Le Cormoran, et que cette revue est échangée avec plus de 100. Bon, on va dire 90. C'est comme pour les adhérents, on est en dessous de 1000, ouais. On est en dessous de 100. Change. Et donc, dans le monde entier, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le Colorado, on a la revue du Colorado. Et donc, c'est probablement une des plus belles collections de revues ornithologiques de France, après, évidemment, celle du muséum, ça va de soi, et celle de la fondation de la Tour du Valin en Camargue. Mais là, il y a de quoi lire. Et donc, on a un de nos anciens adhérents, qui est maintenant directeur de recherche au CNRS, et qui est, en arrivant à la bibliothèque universitaire du Cap en Afrique du Sud, voit une revue sur une table, et la première qu'il voit, vous l'avez deviné, c'était notre revue, Le Cormoran. Donc, même en Afrique du Sud, ils peuvent lire notre revue scientifique. Donc, les revues avec lesquelles on échange sont ici, vous passerez devant les rayons, et après vous verrez l'exposition, et après on vous invite à ce magnifique goûter d'inspiration ornithologique.